Un petit son de goéland en attendant le prochain plan. Ça, c'est pas un goéland, par contre. C'est un pluvier qui le dit. Ah, ben, il y a aussi des goélands qu'on entend, mais c'est surtout un pluvier qui le dit qu'on entend. Ça, c'en est. C'est sûr que quand je vais sur le terrain, je pourrais dire que je suis concentré beaucoup aux oiseaux. Donc, je pense pas à grand-chose d'autre, souvent. J'essaie d'avoir une grande attention tant à l'oreille qu'à la vue, pour entendre, puis pour voir. J'aime vraiment beaucoup ce sentiment-là de solitude, qu'on dirait qu'on est un avec la nature. Tandis que quand il y a trop de monde, j'aime pas ça. Quand il y a quelqu'un qui passe, des fois, je me dis « Ah, j'espère qu'elle me parlera pas. » J'ai peut-être l'air un peu de sauvage en disant ça, mais c'est parce que je vais être concentré à bien compter puis à bien observer. Ou à moins que ce soit quelqu'un qui s'intéresse à l'ornithologie puis avec qui j'en fais de temps en temps. Là. Ça, c'est toujours intéressant de discuter avec eux. C'est pas pareil. C'est un endroit où les goélands viennent toujours se reposer. C'est une aire de repos pour les goélands. Surtout à marée basse quand l'îlot est découvert. Puis l'hiver aussi, même quand il y a de la glace, mais quand il y a encore un peu d'eau, ben, les goélands viennent souvent se reposer sur la neige, sur la glace. Je m'appelle Jules-Alex Banville, j'ai 17 ans. Je suis un grand passionné à la fois d'ornithologie et de musique. Ben, cette pièce-là, je trouve qu'elle offre beaucoup de contraste dans le doux, dans le fort, dans la vitesse aussi, dans la rapidité, dans la lenteur, puis les parties qui sont complètement atonales. Donc ce mix-là de très 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 fort à très doux, je trouve ça très intéressant, puis je trouve que c'est aussi plaisant à jouer. Quand j'entends les chants d'oiseaux, je suis capable d'identifier les notes là, qu'ils font. Le rythme aussi. Des fois, c'est sûr que c'est pas souvent un rythme régulier. Des fois, c'est des notes aussi qui existent pas vraiment sur un piano. Ça peut être des notes entre des notes. Mais j'essaie quand même des fois de m'amuser à entendre le motif, la mélodie en partition. Puis des fois, je m'amuse à écrire sur une partition. Qu'est-ce que c'est? Là, je prends des notes sur les oiseaux que je vois, que j'ai vus, puis leurs noms, les espèces. Je prends aussi des notes sur l'heure du début, l'heure de la fin, pour voir un peu la durée du temps d'observation. S'il y a beaucoup d'activités, je peux rester très très longtemps. Si je vois que c'est très tranquille puis qu'il y a peu d'action, bon. Il n'y a pas énormément de mouvement, mais je peux avoir manqué un individu quand même spécial. Fait que tu m'assure de tout voir, tout ce qu'il y a. C'est sûr que si ça arrive des fois que l'îlot est rempli de goélands puis qu'il y a 800, quasiment 1000 goélands, là, ça prend plus de temps à regarder puis je peux passer facilement une heure et demie. C'est un goéland brun. Aujourd'hui, on est quand même chanceux. Il y a vraiment beaucoup de goélands bruns. C'est un très bon nombre. Là, on est à 8 pour l'instant. J'essaie de scruter pour voir s'il y en a quelques autres. Sinon, ben, il y a les autres espèces qui sont habituellement là. Goéland marin, goéland argenté, goéland d'exarclée, goéland bourgmestre. Je vois pas de goéland arctique pour l'instant. C'est une erreur de beaucoup de personnes non initiées, on va dire, là, qui parlent des mouettes quand ils voient des goélands. Les mouettes, c'est rare en fait. Il y a des endroits où c'est vraiment spécial, un peu comme à Matane, où il y a une colonie de mouettes tridactyles. Mais sinon, il faut vraiment aller dans des endroits qui sont assez isolés, dans des falaises assez escarpées pour voir de la mouette tridactyle. Et sinon, les autres espèces, c'est la mouette de Bonaparte, qu'on va retrouver un peu en migration dans des estuaires ou des endroits comme ça, mais qui sont jamais abondantes.
quand les gens voient des goélands, qui disent des mouettes, c'est sûr que c'est un abus de langage, ce sont pas vraiment des mouettes. Autant que les gens disent tout le temps que ce sont des goélands, ils ont beaucoup moins de chances de se tromper. On parle de 6 espèces de goélands. Il y a 2 goélands boréaux qu'on va appeler les goélands, qui s'appellent les goélands arctiques et les goélands bourgmestres, qui vont vraiment nicher dans l'Arctique, très au nord. Il y a le goéland argenté qu'on connaît bien quand même, qui va avoir une aire de distribution quand même assez grande. On va aussi avoir le goéland à bec cerclé, qui est plus un goéland citadin qu'on va beaucoup trouver dans la région de Montréal, etc. Là. Ensuite, on va avoir un peu plus rare le goéland brun. Et puis, on a le goéland marin, qu'on va retrouver plus en Gaspésie, dans le Golfe, etc. Donc lui, c'est un peu le patron, c'est le plus gros. C'est les 6 espèces-là qui font les goélands, on va dire, relativement communs au Québec. Ils vont souvent fouiller dans les poubelles, c'est vrai que c'est une habitude qu'ils ont. C'est pas une espèce qu'on aime beaucoup, on trouve ça bruyant. Mais en vrai, c'est bien utile parce que des fois, ils peuvent réduire notre impact avec les déchets dans l'environnement. Les autres, ils mangent n'importe quoi, ben, ils ont une certaine utilité aussi. Je pense que c'est surtout de l'opportunisme. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui peut se manger, ils en profitent. C'est sûr qu'évidemment, quand ils sont dans l'eau, ils peuvent se nourrir de poissons, de petits crustacés, des affaires dans On appelle un peu des fois les rats de mer, ou un peu comme les pigeons en ville. Là, c'est vraiment pas des oiseaux qui ont très bonne réputation. Ils sont associés aussi au site d'enfouissement, donc voilà, c'est un peu un malpropre. Hein. Mais en fait, tout ça, c'est parce que les goélands désertent en fait de plus en plus leurs anciennes colonies. C'est aussi un qualificatif mal aimé là, qui est pas vraiment mérité, parce qu'en fait, ils sont là un peu à cause de nous. La pêche fait qu'on a réduit la ressource, et puis c'est où qu'il y a de la ressource? Faute de poissons, on mange des détritus. En fait. Donc en fait, c'est pas des populations qui s'étendent jusqu'à arriver dans les villes. C'est des sites où il y avait de la nourriture accessible, facilement accessible, qui ont drainé les populations, entre guillemets, sauvages vers les villes. Là, on a constaté avec les 2 atlas des oiseaux nicheurs, entre les années 80 et les années 2010, qu'il y a un déclin de la plupart des espèces de goélands. Si on prenait une décision radicale d'exterminer les populations de goélands citadins, on viendrait quasiment mettre en péril les populations de l'ensemble de l'espèce, parce que on les a un peu forcés à s'orienter vers les milieux citadins. les goélands, c'est vraiment, je dirais pas un autre monde, mais c'est quasiment une spécialité au sein de leur mythologie, parce que c'est vraiment une famille qui a la particularité d'être des espèces qui sont plus difficiles à identifier, puis qui présentent beaucoup de défis avec les âges, les différents plumages qui varient beaucoup d'un individu à l'autre, même s'ils sont à peu près du même âge. Puis aussi, il y a plusieurs espèces. On a 6 espèces de goélands ici. Les ornithologues se classent un petit peu dans des étiquettes, un petit peu selon leur spécialité. Puis il y a des ornithologues qu'on va appeler larophiles, c'est-à-dire qui aiment les laridés, donc larophiles, donc les laridés ce sont les goélands. Et donc il y a des spécialistes des goélands. Donc parce que c'est un groupe qui est complexe, il y a beaucoup de choses à savoir sur justement leur démographie, leur évolution, pourquoi nous, le goéland arctique chez nous, il a le bout des ailes un peu sombre. Voilà, c'est parce qu'on est dans un endroit en fait où on est quasiment un mixte entre 2 anciennes espèces qui se sont un peu mélangées pour en faire une intermédiaire. Puis finalement, les 3 sont devenus de la même espèce, mais des sous-espèces différentes. Puis il y a un peu d'hybride aussi, ce qui vient mettre un peu de défis supplémentaires. Et puis c'est des groupes qui sont assez complexes quand même, parce que des plumages de jeunes, par exemple, entre les différentes espèces, sont parfois difficiles à différencier. J'ai jamais vu autant de goélands bruns ici. Si je suis rendu à 10 goélands bruns ici, ajouté aux 8 qu'on avait là-bas, ça fait 18 dans le périmètre, c'est excellent. Dans le fond, c'est récent, le goéland brun. Autrefois, c'était une espèce de roc, mais qui a commencé à arriver en Amérique du Nord, puis là, ils sont de plus en plus nombreux.
Puis c'est une espèce recherchée parce que c'est une espèce difficile à trouver. C'est rare qu'on voit ça proche. Ils sont souvent dans les groupes de goélands comme ça. Puis il y en a vraiment beaucoup moins que les autres espèces. L'été, on peut en voir. Ils sont en plus petit nombre qu'à ce temps-ci, mais on peut en voir en été. Oui. L'hiver, c'est plus rare. L'hiver, ils partent vraiment plus au sud, souvent, surtout sur la côte est, la côte atlantique. Le mois de mai est comme le mois du printemps ou le plus actif d'un point de vue de la migration. La plupart des passereaux vont arriver pendant le mois de mai ici pour rejoindre leur site de reproduction. Plusieurs espèces comme le plongeon cat-marin ou certaines espèces de macreuses qui sont des canards marins. Et puis, arrivé à la fin mai, c'est presque fini du côté des oiseaux marins, même pour les oiseaux de proie. Quasiment tous les groupes d'espèces en fait vont être autour du pic dans la première quinzaine de mai. Donc c'est vraiment une excellente période. Il a passé quelques fous de bassin au large tantôt. Il a passé un plongeon huard, un plongeon cat-marin. J'ai vu un groupe de harlupés se diriger vers l'est aussi. À un moment donné, on reconnaît la silhouette de vol aussi. Parce que des fois, ils sont tellement loin qu'on peut pas voir de détails de couleur. Puis des fois, c'est plus sombre. Fait qu'on se fie à la silhouette puis au type de vol ou à la rapidité des battements d'ailes aussi. Un goéland arctique à droite puis un goéland argenté à gauche. Là, présentement, on est au quai de Pointe-au-Père, ce qui est un de nos sites de suivi de migration qui est vraiment orienté vers le suivi des oiseaux marins. Donc, à chaque printemps et à chaque automne, on a une équipe d'observateurs, d'ornithologues, de biologistes qui se relaient pour faire des inventaires d'oiseaux marins ici, à chaque matin pendant la période de migration. En fait, on a un peu de tout niveau. On a des bénévoles qui sont des experts déjà, jusqu'aux débutants finalement, qui apprennent tout juste à reconnaître les oiseaux. Ces personnes-là n'ont pas besoin de qualification particulière. Par contre, on a besoin de leur temps. Et nous, en contrepartie, c'est sûr qu'ils acquièrent quand même des compétences puis des connaissances qui vont les aider. C'est essentiellement des personnes qui sont étudiantes. Ça rentre quand même dans leur cursus de développer leur expertise dans le domaine des oiseaux. L'estuaire du Saint-Laurent est considéré comme un corridor migratoire. Et donc, les oiseaux vont utiliser la côte pour migrer. Donc, pour longer la côte jusqu'à ce qu'ils puissent traverser pour les oiseaux de proie. Ou alors, ils vont se concentrer sur la côte pour faire leur réserve, pour s'alimenter, etc. avant de traverser pour les plus petits. Mais c'est aussi un corridor pour les oiseaux marins. Étant donné leur dispersion en période de reproduction, ils sont très difficiles à inventorier sur un site de reproduction. Et donc des données comme des données de suivi de migration, on va pouvoir diagnostiquer un changement biologique s'il devait y en avoir un d'ici 20, 10, 15 ans, 15, 20 ans. On va pouvoir avoir une idée, en tout cas s'il y a un déclin ou une augmentation, pour pouvoir finalement sonner une sonnette d'alarme. Nous, on est un peu la première maille de tout ce cheminement dans le domaine de la conservation, c'est qu'on est des outils de veille. C'est-à-dire qu'on veut montrer comment ça évolue pour pouvoir réagir si on constate des choses vraiment relativement inquiétantes pour cette telle ou telle espèce. Je m'intéresse depuis très longtemps à l'ornithologie, depuis que je suis très jeune, mais plus intensivement, je dirais que ça fait peut-être 3 ans que j'en fais plus intensivement. Puis je fais plus de photos aussi. Ça, c'est un jeune goéland brun en vol. Ouf, c'est flou. Un argenté, un jeune. On voit le bout de la queue noire, là. Ça, c'est les adultes n'ont jamais ça. J'aide souvent des gens à identifier certains oiseaux. Je prends un exemple sur Facebook. Je publie souvent des séries de photos pour une journée ou quelques jours ou une fin de semaine. Ça, c'est un goéland brun. Le nombre que je publie, ça peut être 5% des photos que je fais. Ça, c'est un autre goéland brun.
C'est pas mal l'espèce que j'ai essayé de photographier le plus ce matin. Puis j'y publie pas toutes, là. J'en publie juste une petite partie. Là. Un goéland brun encore. L'espèce était très bien représentée aujourd'hui, vraiment. Ça, je pense que c'est un bourgmestre. Oui, c'est un bourgmestre. Je rentre tout ce que je vois sur eBird. eBirds, dans le fond, c'est une plateforme mondiale. C'est pour rentrer toutes les données des oiseaux qui ont été vus peu importe où sur la planète. Ici au Québec, c'est une base de données quand même bien utilisée. Le fait que les ornithologues, il y en a un peu partout, ça alimente des bases de données qui sont hyper pertinentes par la surface qu'elles recouvrent en fait, et que finalement ça nous permet d'avoir des bonnes idées de l'évolution de la distribution. Ça, c'est le seul que j'ai réussi à prendre ce matin. C'est un goéland arctique. D'un point de vue temporel aussi, parce que à partir du moment où on a initié ces bases de données-là, on peut remonter dans le temps, puis connaître comment c'était avant. Ça nous permet d'avoir vraiment un point de départ finalement fiable sur lequel on va pouvoir se baser pour pouvoir comparer avec aujourd'hui. C'est un tohi à flanc rouge. C'est un oiseau très rare ici dans la région. C'est un oiseau assez discret qui se cache souvent dans les haies de cèdre. Puis donc ça fait qu'il est difficile à voir, puis on l'entend plus qu'on le voit. Puis c'est un oiseau aussi assez difficile à photographier, c'est assez farouche. Fait que je suis quand même très content d'avoir réussi à faire cette photo-là. C'est mis à découvert, il y a un peu de soleil, pas trop, juste parfait. On voit l'œil, tout. Je suis vraiment content. Ouais. Je peux explorer ce qui a déjà été vu, puis me dire, OK, si je vais là, à telle place, peut-être j'ai une chance d'avoir cette espèce-là, puis de la rechercher. Des fois, je peux mettre aussi des photos pas nécessairement bonnes, mais des oiseaux moins fréquents que je veux documenter comme faut. Donc, je mets une photo pour s'assurer qu'on me croit, dans le fond. Moi, si Jules Alex arrive ici, c'est pas pour qu'il fasse du bénévolat. Quand il y a des jeunes comme ça qui sont identifiés comme étant sur la coche, comme on dit, là, qui sont capables d'aller identifier des oiseaux qui ne sont pas du tout habituels, puis que c'est quelque chose qui devient récurrent, puis qu'on voit qu'il observe beaucoup d'oiseaux intéressants, puis qu'il est très souvent sur le terrain, que ses interventions sont pertinentes quand justement il commente une photo qui a été publiée, etc. C'est sûr qu'il faut penser effectivement à la relève. Moi, je prévois aller en biologie à l'université. Puis c'est sûr que j'aimerais ça aller dans l'ornithologie, j'aimerais vraiment ça. J'ai hâte de pouvoir vivre l'expérience de vraiment faire un relevé. J'ai un peu compris comment que ça marchait, mais tu sais, j'ai pas tout appris non plus parce que j'ai pas vraiment reçu de cours de exactement comment le faire. Mais ça, c'est quelque chose que je vais vouloir apprendre plus tard, puis j'ai bien hâte. C'est vraiment la passion. La passion, ça aide la motivation, puis la motivation, ça aide à l'apprentissage. C'est ça qui nous fait progresser, dans le fond. Ouais, tu te vois les doigts, ouais. On fait partie de l'écosystème, on fait partie de la biodiversité. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on cohabite tout simplement. Ne pas prendre un prédateur pour un compétiteur, ne pas prendre un oiseau mangeable pour forcément un gibier. Il faut accepter le fait qu'on ait des mésoprédateurs autour de chez nous. Il faut accepter qu'il y ait des renards qui viennent dans notre jardin la nuit. Il faut accepter qu'il y ait des chauves-souris qui s'installent dans l'entretoit. Plus on va accepter le fait qu'il y a de la vie autour de nous, et plus on va finalement la favoriser, la valoriser en fait. Il faut être conscient qu'on en fait partie, se dire qu'on n'est pas non plus les seuls.